Septembre 1945, 0h02, Fort des Moines, Iowa. L'air sentait net et propre. Désinfectant, pas la mort. Greta Hoffman se tenait dans la salle d'admission, les mains tremblantes, attendant que la torture commence. On l'avait entraînée à s'attendre à des coups, à la fin, peut-être pire. C'est ce qui arrivait aux prisonniers de guerre. Tout le monde le savait. Mais alors, un garde américain lui tendit des vêtements pliés. De vrais vêtements, pas des haillons, et lui indiqua une douche. « L'eau chaude fonctionne », dit la femme en allemand. 5 minutes. Greta entra sous le jet. Il était tiède. Ses genoux fléchirent. Elle n'avait pas été propre depuis 8 semaines. On lui donna une couverture de laine sans poux, un lit de camp avec un matelas, du chocolat, du savon. Cette nuit-là, arriva une soupe de pommes de terre, avec de vrais morceaux de pommes de terre. La garde qui parlait allemand prit une cuillerée dans le bol de Greta pour prouver qu'elle n'était pas empoisonnée. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la bonté. Et d'une certaine façon, c'était bien pire. Parce que si les Américains n'étaient pas les monstres qu'on lui avait promis, alors qu'est-ce que cela faisait d'elle? Mais avant de commencer, si vous voulez entendre d'autres histoires incroyables et méconnues de l'histoire, abonnez-vous et dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez. C'est fascinant de voir jusqu'où voyagent ces récits. Greta Hoffman avait imaginé bien des versions de sa mort. Une balle dans la nuque, dans une salle d'interrogatoire au sous-sol. La faim dans une cellule de béton, peut-être quelque chose de plus lent. La maladie, le froid, l'effacement progressif d'être oublié. Ce qu'elle n'avait pas imaginé, c'était se tenir dans une pièce peinte en vert pâle, un pain de savon à la lavande à la main. La garde américaine, Ruth, selon son badge, l'observait d'un regard que Greta ne savait pas déchiffrer. Ni haine, ni pitié, quelque chose de plus difficile à nommer. Ruth était plus âgée, peut-être 30 ans, cheveux noirs, retenus selon le règlement, visage de quelqu'un qui avait entendu toutes les excuses et n'en croyait aucune. « Vous allez rester planté là toute la journée ou vous allez l'utiliser ?» demanda Ruth en allemand. L'accent était étrange, américain, mais avec des sonorités plus anciennes, qui rappelaient à Greta son pays. Les doigts de Greta se refermèrent sur le savon. Il était lisse, fabriqué en usine, le genre que sa mère achetait avant la guerre, quand ces choses-là abondaient. Elle voulait demander pourquoi. Pourquoi donner du savon à une prisonnière? Pourquoi gaspiller des ressources pour quelqu'un qui avait perdu le droit aux petites dignités? Mais poser des questions semblait dangereux. Alors elle entra dans la cabine de douche et tourna le robinet. L'eau sortit tiède, ni brûlante ni glacée, juste tiède. Greta se tint sous le jet et sentit quelque chose se fendre dans sa poitrine. Elle appuya son front contre le carrelage et laissa l'eau emporter 8 semaines de crasse, de wagons à bestiaux bondés de femmes silencieuses, de nuit à se demander si l'aube amènerait un peloton d'exécution ou pire. Ses épaules tremblaient. Elle se mordit fort la jointure pour retenir le bruit. Quand elle sortit, Ruth lui tendit une serviette. Une vraie serviette, épaisse et propre. « Les vêtements sont sur le banc », dit Ruth. « Habillez-vous, on vous conduira à votre baraquement. » Les vêtements étaient usés mais raccommodés. Pantalon de laine, chemise en coton, sous-vêtements bouillis, chaussettes épaisses. Greta s'habilla lentement, les mains encore tremblantes. Tout lui allait. Quelqu'un avait pensé aux tailles, à faire en sorte que les vêtements soient réellement portables. Cette attention aux détails semblait obscène. Le baraquement était un long bâtiment en bois avec des rangées de lits superposés. 30 femmes, peut-être plus, dans divers états de choc. Certaines pleuraient doucement. D'autres restaient assises en silence, le regard vide. Une femme plus âgée, aux cheveux grisonnants, leva les yeux quand Greta entra. « Ils vont nous engraisser avant de nous tuer », murmura-t-elle en allemand. « C'est de la guerre psychologique. Les Russes font pareil. » Greta ne répondit pas. Elle trouva un lit libre près de la fenêtre et s'assit. Le matelas était mince, mais il existait. Une couverture de laine était pliée au pied du lit. Pas de poux, elle vérifia 2 fois. Ce soir-là, le dîner arriva sur des plateaux métalliques.
Soupe de pommes de terre avec des morceaux visibles, pain noir, margarine, café ersatz qui sentait vraiment le café. Greta fixa son plateau sans bouger. Ruth apparut près de son lit. « Vous pensez qu'elle est empoisonnée ?» Greta croisa son regard. « Pas vous ?» Ruth prit la cuillère, la plongea dans la soupe et en avala une bouchée. Elle déglutit, reposa la cuillère. « Vous valez plus vivante pour les formalités. Dossier, interrogatoire, papier de rapatriement. Les prisonnières mortes, c'est juste de la paperasse que personne ne veut faire. Alors, mangez. » La logique était froide, transactionnelle, et donc crédible. Greta mangea. La soupe était fade, mais chaude. Le pain lourd, mais réel. Son estomac rétréci par des mois de privation se crispa autour de la nourriture, elle mangea quand même. À l'autre bout du baraquement, une jeune blonde d'à peine 20 ans, au regard creux de la vraie croyante, la fixait avec mépris. « Traîtresse », marmonna-t-elle en allemand. « Mangez leur charité comme un chien. » Greta ne répondit pas. Elle finit la soupe, posa le plateau et s'allongea. La couverture grattait, mais tenait chaud. Par la fenêtre, elle voyait le ciel de septembre virer au violet. Au-delà de la clôture de barbelés, l'Iowa s'étendait en champs de maïs et de soja, un paysage si étranger qu'il aurait aussi bien pu être la lune. Elle pensa à son fiancé Karl, mort à Stalingrad 3 ans plus tôt. Il récitait Rilke avant de dormir. Jour d'automne, son préféré, qui n'a plus de maison désormais, n'en aura jamais. Elle y avait cru autrefois, cru à la justesse de leur cause, à la nécessité du sacrifice, à l'inéluctabilité de la victoire. À présent, elle gisait dans un camp de prisonniers ennemis, nourris, propres et totalement perdus. Son corps était sauf, son esprit se défaisait. Et le pire, ce qui lui retournait l'estomac, c'était ce minuscule et traître éclat d'espoir. Peut-être survivrait-elle. Peut-être restait-il quelque chose à retrouver. Peut-être était-ce là la plus cruelle des tortures. 2 semaines plus tard, Greta fut affectée à la bibliothèque du camp. Ruth fit l'annonce pendant l'appel du matin, d'une voix neutre et officielle. « Hoffman, vous avez étudié la littérature avant la guerre, exact ?» Greta hocha la tête. Surprise qu'on le sache. Surprise que cela ait de l'importance. Service bibliothèque. Présentez-vous au bâtiment C, après le petit déjeuner. Vous rangerez les livres et tiendrez l'inventaire. La bibliothèque était une petite pièce à l'arrière du bâtiment administratif, bordée d'étagères contenant peut-être 200 volumes. La plupart en allemand, romans, poésie, manuels techniques donnés par la Croix-Rouge. Mais il y avait aussi une section de magazines américains, Life, National Geographic, Saturday Evening Post. Il lui était expressément interdit de les emporter, mais personne n'avait dit qu'elle ne pouvait pas regarder. Elle commença par les livres allemands, les classant par auteur, puis par titre. Le travail était méthodique, apaisant. Ses mains se souvenaient comment manipuler les livres avec soin, dos soutenu, pages tournées doucement. C'était la première fois depuis sa capture qu'on lui confiait quelque chose de fragile. À la pause déjeuner, elle s'autorisa à feuilleter un numéro de Life de juin. Les pages étaient glacées, pleines de photographies d'une vivacité impossible après des années de papier journal gris. Il y avait des images de villes allemandes bombardées, Cologne, Dresde, réduites à des ruines squelettiques. Sa gorge se serra. Mais il y avait aussi des photos de cimetières militaires américains en France. Rangées après rangées de croix blanches, des milliers. De jeunes hommes avec nom et ville d'origine gravés dans la pierre. Les 2 camps saignaient. Les 2 camps enterrèrent leurs fils. La prise de conscience pesait lourd dans sa poitrine. « Vous trouvez quelque chose d'intéressant ?» Greta leva les yeux. Ruth se tenait dans l'encadrement de la porte, 2 tasses de café à la main. Elle traversa la pièce et en posa une sur le bureau près de Greta. « Je n'ai pas demandé de café », dit prudemment Greta. « Je sais, je l'ai apporté quand même. » Ruth tira une chaise et s'assit, ce qui semblait violer une demi-douzaine de règlements. « Vous aviez l'air d'en avoir besoin. » Greta entoura la tasse de ses mains. La chaleur irradia dans ses paumes. « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi ?» Ruth resta silencieuse un moment.
Ma grand-mère m'a appris à lire en allemand, surtout des contes. Sombres. Elle était venue de Prusse en 1889, avec rien d'autre qu'une malle et un livre de prière. A travaillé dans une blanchisserie jusqu'à s'en faire saigner les mains. Elle marqua une pause. Elle est morte l'an dernier, n'a jamais cessé de parler allemand, même quand les voisins lui menèrent la vie dure pour ça. Greta ne savait que répondre. Le silence s'étira. « Qu'est-ce que vous regardiez ?» Ruth désigna le magazine d'un signe de tête. « Les cimetières en France. » L'expression de Ruth se durcit légèrement. « Mon frère y est enterré, Omaha Beach. Il avait 22 ans. » Les mots tombèrent comme des pierres. Greta reposa le café, les mains soudain mal assurées. « Je suis désolé. Oui, moi aussi. » Ruth se leva comme si elle regrettait cette intimité. Au travail, Hoffman. Mais le lendemain après-midi, Ruth revint pendant le service de Greta. Cette fois, elle s'attarda près de la section poésie, laissant courir ses doigts sur les dos. Elle tira un mince volume, Rilke, et l'ouvrit à une page cornée. « Herbsttag », dit-elle doucement, lisant le titre. « Jour d'automne ». Ma grand-mère le récitait aussi. Le souffle de Greta se bloqua. Le préféré de Karl, le poème qu'il lui murmurait la nuit avant de partir pour le front de l'Est. Seigneur, il est temps. L'été fut immense. Ruth leva les yeux, surprise. Puis, dans un allemand hésitant mais correct, elle poursuivit la ligne suivante. Étends ton ombre sur les cadrans solaires, et sur les prairies, laisse les vents se déchaîner. L'espace d'un instant, elle n'était ni garde ni prisonnière, ni américaine ni allemande, juste deux femmes s'accrochant à quelque chose de beau dans un monde qui avait tout fait pour détruire la beauté entièrement. Les yeux de Greta s'emplirent. Elle détourna rapidement le regard, mais pas assez vite. « Il le récitait, » dit-elle doucement. « Mon fiancé, avant Stalingrad. » Ruth referma doucement le livre et le replaça sur l'étagère. « Je suis désolée, » dit-elle, et cette fois, sa voix n'avait plus de tranchant. Juste le poids simple et terrible d'une perte partagée. Après le départ de Ruth, Greta resta seule dans la bibliothèque, entourée de livres qui avaient survécu à la guerre quand tant de gens n'y étaient pas parvenus. L'odeur du vieux papier et de l'encre emplissait la pièce, neutre, sûre, un pont entre des mondes qui n'existèrent plus. Elle pensa à la grand-mère de Ruth, qui avait fui la misère et trouvé une nouvelle vie dans un pays qui finirait par envoyer son petit-fils mourir pour libérer la terre qu'elle avait quittée. Elle pensa à Karl, qui avait cru à la victoire jusqu'au bout. Elle pensa à elle-même, assise dans un camp de prisonniers ennemis, buvant du café et parlant poésie avec une femme dont elle avait peut-être contribué à tuer le frère. Les contradictions étaient insupportables, et pourtant, elle était toujours là, respirait encore, capable de ressentir autre chose que le désespoir. Ce n'était pas le pardon, ce n'était même pas la compréhension, mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur, une lame de lumière. Décembre arriva avec de la neige qui transforma le camp en quelque chose d'à peu près paisible. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Greta, et les rythmes de la captivité étaient devenus routine. Réveil à 6 heures, petit déjeuner, corvée, déjeuner, temps libre, dîner, extinction des feux. La prévisibilité était une forme de miséricorde. Le commandant du camp, le colonel Hayes, annonça que les prisonnières n'auraient pas le droit d'organiser une célébration de Noël. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les baraquements, accueillie avec autant d'excitation que de suspicion. Greta observa les plus jeunes se regrouper, chuchotant décorations et chants. Les plus âgés, comme Inga Weber, restaient sceptiques. « C'est un piège », marmonna Inga, en reprisant une chaussette avec efficacité. Ils veulent voir qui s'accroche encore aux anciennes habitudes. Mais quand les Américains fournirent un petit sapin, du papier, des ciseaux et des rations supplémentaires pour la pâtisserie, même Inga s'adoucit. « Eh bien, » dit-elle en examinant le beurre et le sucre avec une sorte d'émerveillement. « Qui ne gaspille pas ?» Les jours précédant Noël devinrent frénétiques. Les femmes plièrent du papier en flocons selon des techniques d'enfance. Quelqu'un fabriqua une étoile avec du papier aluminium récupéré sur des paquets de cigarettes. Hilda Schaeffer, la jeune paysanne aux mains agitées,
passa des heures en cuisine à aider à préparer du stollen avec les maigres luxes accordés. Le baraquement sentait la cannelle et la tente. Greta se jeta dans les préparatifs, reconnaissante de la distraction. Elle calligraphia des vœux de Noël sur des bouts de papier, décora les bords de dessins simples. Cela semblait absurde. Célébrer la naissance du Christ dans un camp de prisonniers, en territoire ennemi, à des mondes de tout ce qu'elle avait connu. Mais l'absurdité était aussi une forme de grâce. Elles étaient encore en vie, encore capables de marquer le temps autrement que par la souffrance. La veille de Noël arriva, froide et claire. Le baraquement était méconnaissable. Des flocons de papier pendèrent des poutres, captant la lumière des lampes. Le petit arbre trônait dans un coin, modeste mais digne. Les femmes se rassemblèrent après le dîner, visage lavé, cheveux peignés. Quelqu'un avait un harmonica. Les premières notes de Stille Nacht flottèrent dans la pièce. Greta chanta d'abord doucement, puis plus fort. Les mots allemands emplissaient sa bouche comme une prière. Nuit silencieuse, nuit sainte. Tout est calme, tout est clair. Autour d'elle, d'autres voix se joignirent, certaines fortes, certaines tremblantes, certaines étouffées de larmes. Même les gardes postés à la porte n'intervinrent pas. L'une d'elles, une jeune mexicano-américaine nommée Lou Martinez, fredonna doucement. Puis Ruth s'avança de son poste. Les yeux humides, dans un allemand accentué mais soigneux, elle entonna le deuxième couplet. Sa voix se cassa sur les notes hautes, mais elle ne s'arrêta pas. Greta sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Voilà ce qu'on leur avait dit, qui n'existait pas. Miséricorde, ordre, justice. Voilà ce que la propagande avait qualifié de faiblesse, de décadence, de mensonge des nations molles condamnées à tomber. Mais c'était là, réel, tangible. Un chant de Noël allemand entonné en harmonie par des femmes des deux côtés d'une guerre qui avait coûté des millions de vies. Pour la première fois depuis sa capture, Greta s'autorisa à ressentir quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Peut-être, quand elle rentrerait, s'il restait un chez-soi, pourrait-elle aider à reconstruire. Pas l'Allemagne d'avant, mais quelque chose de différent, de meilleur. Peut-être pourrait-elle passer le reste de sa vie à essayer de mériter cet instant. Le chant s'acheva. Il y eut un silence, seulement brisé par des pleurs discrets. Puis Elisa Brandt se leva. Sa voix claqua, tranchante et provocatrice, brisant la paix fragile. Deutschlandlied, l'hymne interdit. Son visage était rouge, ses yeux brillants de conviction fanatique. Nous ne sommes pas vaincus. Nous sommes prisonnières de guerre, pas des cas de charité, pas des chiens mendiant des restes. Plusieurs femmes détournèrent le regard, honteuses, mais quelques-unes, 3, peut-être 4, la rejoignirent doucement, voix fine mais présente. Ruth réagit vite. Arrêtez immédiatement. Lisa se tourna vers elle, menton levé. Puis elle cracha à ses pieds. Traîtresse, sang allemand, uniforme américain. Les mots restèrent suspendus comme du poison. 2 autres gardes intervinrent. Le colonel Hayes apparut dans l'encadrement de la porte, visage grave. Emmenez-la à l'isolement. La célébration est terminée. Tout le monde à son lit. L'arbre fut enlevé cette nuit-là. Les rations supplémentaires confisquées. Les flocons de papier restèrent accrochés, mais ils paraissaient différents maintenant. Fragiles, ridicules. Un rêve mort avant d'avoir pu prendre forme. Greta s'allongea sur son lit, fixant le plafond. Autour d'elle, des femmes pleuraient, ou juraient, ou restaient assises dans un silence de pierre. Le baraquement s'était fracturé. Il y avait celles comme Greta qui commençaient à accepter la vérité inacceptable, et celles comme Lisa qui mourraient plutôt que d'admettre la défaite. L'écart entre elles était infranchissable. Greta ferma les yeux et tenta de se rappeler la sensation de chanter en harmonie, mais tout ce qu'elle entendait était la voix de Lisa, stridente et impénitente, résonnant dans l'obscurité. Janvier apporta des nouvelles par vagues, chacune plus froide que la précédente. La première fut un rassemblement obligatoire. Le colonel Hayes se tint devant les prisonnières réunies, visage soigneusement neutre. Dans le cadre de votre traitement et de la préparation au rapatriement, vous sera présenté un documentaire issu des procès de Nuremberg.
Ce n'est pas une punition, c'est une éducation. Vous avez le droit de savoir ce qui a été fait au nom de votre pays. Le projecteur s'alluma dans la petite salle de loisirs du camp. Greta était assise entre Hilda et Inga, mains crispées sur ses genoux. Les premières images étaient familières. Tribunaux militaires, hommes en costume parlant dans des micros. Puis le film changea. Bergen-Belsen, Auschwitz, Dachau. Montagne de corps émaciés, squelettes vivants fixant les caméras d'un regard creux, enfants aux numéros tatoués sur le bras, fosses communes, refermées au bulldozer. Le seul bruit dans la salle était le cliquetis mécanique du projecteur et parfois un hoquet ou un sanglot étouffé. Greta cessa de respirer. Sa vision se rétrécit. Elle avait su pour les camps. Tout le monde savait. Dachau, c'était pour les prisonniers politiques, communistes, fauteurs de troubles. C'est ce qu'on leur avait dit. Camp de travail, camp de réinstallation, dur mais nécessaire. Mais ça, ce n'était pas dur. C'était extermination, industrielle, méthodique, planifiée. Derrière elle, quelqu'un chuchota. Nous ne savions pas. Nous ne pouvions pas savoir. Mais Greta se souvenait des trains qui passaient près de sa station radar la nuit en direction de l'Est. Les wagons à bestiaux si pleins qu'on entendait parfois des bruits à l'intérieur quand le vent était favorable. Les rumeurs que tout le monde qualifiait de propagande britannique. Trop atroce pour être vrai. La façon dont sa voisine, Frau Goldstein, avait disparu un matin et personne n'avait demandé où elle était passée. Nous ne voulions pas savoir. Les lumières se rallumèrent. Le colonel Hayes se tenait au premier rang. Vous aurez le temps de digérer ce que vous avez vu. Des aumôniers sont disponibles si vous avez besoin de parler. Rompez. Greta regagna le baraquement en silence. Ses jambes bougeaient automatiquement. À l'intérieur, elle s'assit sur son lit et fixa le mur. Hilda tenta de lui parler. Inga lui proposa de l'eau. Greta ne répondit pas. La deuxième vague arriva 3 jours plus tard. Distribution du courrier. Le nom de Greta fut appelé. Elle s'approcha de la table, en tremblant, et prit une mince enveloppe de l'écriture de sa sœur. Elle attendit le soir pour l'ouvrir, resta 10 minutes assise sur son lit, la lettre sur les genoux, avant de trouver le courage de déplier la seule page. Les mots se brouillèrent. Elle les lut 2 fois, avant qu'ils aient un sens. Cologne était à 90% en ruine. Leur mère était morte dans un bombardement en octobre 1944, plus d'1 an déjà. Leur père disparut, présumé mort en territoire soviétique. Sa sœur Anna vivait dans une cave avec 2 autres familles, survivant grâce à des rations qui les maintenaient tout juste en vie. Les soldats soviétiques avançaient vers l'ouest. Les femmes n'étaient pas en sécurité. Dernier paragraphe. Ne rentre pas, Greta. Il ne reste rien. Tu es mieux là-bas. Au moins les Américains te nourrissent. Greta replia soigneusement la lettre, la posa sur le matelas. Puis elle s'allongea, se tourna vers le mur et cessa d'exister. Elle accomplissait les gestes pendant des jours, se levait quand on le lui disait, mangeait quand on la nourrissait, travaillait à la bibliothèque, rangeait les livres avec une précision mécanique, ne parlait à personne. Même Lisa, libérée de l'isolement et maussade, l'évitait. « Elle est déjà morte », murmura Lisa à une autre femme. « Elle ne le sait pas encore. » Ruth la trouva le 5e soir, assise seule pendant l'heure de loisir. Ruth tira une chaise et s'assit sans demander la permission. « Tu as reçu une lettre. » Greta ne dit rien. « Hoffmann. »« Greta, parle-moi. » Les mots sortirent en allemand, à peine audibles. « Pourquoi? Pourquoi êtes-vous gentil avec nous? Nous avons tout détruit. Ma famille, elle est morte. Ma ville est effacée. J'ai aidé. J'y croyais. Pourquoi ne nous haïssez-vous pas simplement? Ce serait plus facile. » Ruth resta longtemps silencieuse. Quand elle parla, sa voix était rauque. « Tu veux savoir pourquoi? Mon frère Tommy est mort à Omaha Beach, 22 ans. Il m'a écrit avant le jour J. Il disait « Ruthie, on ne fait pas ça pour la vengeance. On le fait pour que ça s'arrête, pour que leurs enfants n'aient pas à le faire. » Sa voix se brisa. Elle s'arrêta, déglutit, difficilement. « Je vous hais parfois. Je hais ce que vous représentiez. Je hais que Tommy soit mort et que toi tu sois vivante.
Mais si je te torture, si je te laisse mourir de faim, si je deviens ce que vous étiez, alors Tommy est mort pour rien. Alors on reste dans un cycle pour toujours. » Elle se leva, essuya brutalement ses yeux. Oui, haïr serait plus facile. Mais plus facile ne reconstruit pas le monde. Elle s'éloigna, laissant Greta seule dans le crépuscule qui tombait. Cette nuit-là, Greta resta allongée sur son lit, la lettre de sa sœur à la main. Le baraquement était calme, propre, sûr. Elle était nourrie, au chaud, protégée par les gens mêmes qu'elle avait aidé à vouloir détruire, et jamais elle ne s'était sentie plus perdue. Comment vivait-on quand tout ce qu'on avait été s'était réduit en cendres? Février passa dans un brouillard gris. Greta se déplaçait dans le camp comme un fantôme, présente mais pas vivante. Elle travaillait à la bibliothèque, mangeait ses repas, regagnait son lit. Les autres femmes lui laissèrent de l'espace, ne sachant comment combler la distance. Même Hilda, qui s'était attachée à elle comme un chiot perdu les premières semaines, gardait ses distances. Ruth fut désormais affectée à la surveillance psychiatrique. 3 tentatives de suicide avaient eu lieu dans différents camps, et le commandement avait mis en place de nouveaux protocoles. Ruth commença à s'asseoir avec Greta pendant l'heure de loisir, sans parler, juste présente. Une veille silencieuse. Les jours passèrent, 1 semaine, puis 2. Enfin, Greta parla. Sa voix était rauque de désuétude. « Pensez-vous qu'on puisse un jour nous pardonner ?» Ruth la regarda longuement. « Je ne sais pas. Pas par tout le monde. Peut-être par personne. » « Alors, à quoi bon ?» Ruth se pencha en avant, coude sur les genoux. « Le bon, c'est que tu n'es pas morte, que ta sœur n'est pas morte. Et peut-être qu'on ne te pardonne pas, mais peut-être que tu peux faire mieux. Ça ne vaut rien, ça ?» Greta n'eut pas de réponse. Mais la question s'incrusta quelque part en profondeur, une écharde qu'elle ne pouvait ignorer. Mars apporta le dégel, littéral et métaphorique. La neige fondit en boue. Les jours s'allongèrent et Greta remonta lentement à la surface. Elle commença à écrire à Anna, pas sur le passé, mais sur l'avenir. De petites choses d'abord. La nourriture ici est simple mais suffisante. Flocons d'avoine presque tous les matins, parfois des œufs en poudre. Puis, au fil des semaines, les lettres devinrent plus audacieuses. « Quand tu viendras ici, et je te parrainerai, je te le promets, tu mangeras des oranges. Des vrais. Je les ai vues dans les magazines, brillantes comme l'été. » Elle écrivit sur l'apprentissage de l'anglais, trébuchant sur les conjugaisons avec Lou Martinez, qui se moquait sans méchanceté de son accent. « Peut-être pourrais-je enseigner un jour. Les enfants ont besoin de professeurs, surtout maintenant. Nous reconstruirons. Pas l'Allemagne d'avant, quelque chose de différent, d'honnête. » Ruth partagea des bribes de l'histoire de sa propre famille pendant leurs heures calmes à la bibliothèque. Ses grands-parents avaient fui la misère prussienne en 1889 avec rien d'autre qu'une malle et un espoir désespéré. Ils avaient monté une boulangerie dans une petite ville de l'Iowa, élevé 3 enfants. Tommy, le plus jeune, était né américain, mais mort en libérant le pays que ses grands-parents avaient enfui. « Nous sommes tous des réfugiés de quelque chose », dit Ruth un après-midi en rangeant des livres à côté de Greta. « Guerre, misère, mauvais choix. La question est ce qu'on construit ensuite. » Les mots retombèrent sur Greta comme une bénédiction. Fin mars, le colonel Hayes annonça une nouvelle initiative. Les prisonnières pouvaient là se porter volontaires pour participer à l'aide humanitaire, coudre des vêtements pour les personnes déplacées, emballer des colis. La voix du colonel était ferme. C'est volontaire. Personne ne sera puni pour un refus. Certaines refusèrent, Lisa en tête, son mépris rayonnant comme de la chaleur. Je n'aiderai pas les bâtards et les traîtres. Mais Greta leva la main. Qui reçoit les colis? Le colonel Hayes croisa son regard. Tout le monde. Hollandais, Polonais, Français, Allemands. Les enfants ne choisissent pas leur nationalité. Greta hocha la tête. Je vais aider. Le travail était simple, méditatif. Couper le tissu, coudre les coutures, plier les vêtements finis dans des cartons destinés à l'expédition. Le rythme de l'aiguille traversant l'étoffe,
devint une sorte de prière. Point après point, du neuf à partir de bouts de tissu. Ce n'était pas la rédemption. Elle ne la méritait pas. Mais c'était utile, et l'utilité, découvrit-elle, était une forme de dignité qu'elle croyait perdue à jamais. Hilda rejoignit l'effort, puis Inga. Bientôt la moitié du baraquement participait. La pièce emplie du bruit discret de femmes travaillant à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Avril apporta les avis de rapatriement, non appelés à l'appel du matin, femmes informées de préparer leurs bagages pour le retour. Lisa fut dans le premier groupe. Elle rassembla ses maigres affaires avec une fierté raide, refusant de regarder Greta ou aucune de celles qui avaient choisi de participer à l'aide. En passant près du lit de Greta, elle s'arrêta. « Profite bien de ton paradis américain, traîtresse. » Greta ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Lisa rentrerait en Allemagne, portant ses convictions comme une armure, intacte, inflexible. Elle chercherait un Reich qui n'existait plus et mourrait probablement encore à sa recherche. Greta ressentit une vague de pitié si profonde qu'elle en eut mal. Son propre rapatriement était prévu pour mai. Ruth le lui dit lors de leur dernier service commun à la bibliothèque. « Tu m'écriras » demanda Greta. « Après » Ruth hésita. Les relations étaient interdites. Puis elle sortit un bout de papier et y nota une adresse à Pau. « Oui, je t'écrirai. Je ne sais pas si je pourrai un jour réparer. » « Tu ne peux pas, coupa Ruth sans ménagement. Aucun de nous ne peut effacer ça. Mais tu peux passer le reste de ta vie à essayer d'être digne du sacrifice de Tommy. De tous ces garçons. Ce n'est pas le pardon, c'est du travail. Mais c'est quelque chose. » Greta plia soigneusement le papier et le glissa dans sa poche, un filin à emporter dans tout ce qui viendrait.